Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Les vents seraient-ils tout à coup devenus favorables à la Grèce? Cette semaine, les marchés ont salué un espoir de règlement de la crise de la dette. Il faut bien sûr rester prudent. En France, le gouvernement a détaillé son plan de rigueur et les banques hexagonales réduisent la voilure. Le pays prend-il la vraie mesure des enjeux avant une crise majeure? Rien n'est moins sûr si on se réfère à l'ouvrage de Jean-Pierre Levade, France État critique, publié chez Plomb. Banquier d'affaires et ancien président du Crédit Lyonnais, Jean-Pierre Levade est mon invité. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, lorsqu'on lit votre livre, comme son titre l'indique, vous faites un diagnostic très critique de l'état de la France, à la fois sur ses finances publiques, absence de compétitivité, réduction, même sur la réduction des inégalités. Puis vous n'hésitez pas à fustiger le comportement de cigale des Français. Vous êtes de gauche, vous le dites dans votre livre, vous avez participé à la rigueur, donc au fameux tournant en 83, donc de gauche, mais qui fait attention aux finances publiques, on va dire. Et puis dans le même temps, vous donnez très peu de crédit à nos élites politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, pour mener la France vers le chemin des solutions. Jean-Pierre Levade, êtes-vous finalement un décliniste, un défaitiste? Non, pas du tout défaitiste. J'observe depuis 10 ans un déclin de la France qui est de moins en moins une économie de production. Nous sommes de plus en plus un pays où on consomme plus que ce qu'on produit, où on importe plus que ce qu'on exporte. Et bien entendu, dans cette situation, il faut trouver un prêteur pour financer la différence. Donc la dette publique, la dette externe, les deux se sont beaucoup développés depuis une dizaine d'années. Et puis on est dans la situation aujourd'hui où les prêteurs disent c'est fini, on ne prête plus. Donc on est face à la difficulté. Après avoir été emporté dans un engrenage. Alors, donc le déclin est installé. On peut encore l'arrêter et rebondir. Alors vous parlez tout de même d'un peuple paresseux. Sommes-nous devenus un peuple paresseux? Vous posez en tout cas la question, vous dénoncez les 35 heures. Et puis finalement, on se dit tout de même que ces 35 heures, même Nicolas Sarkozy n'est pas parvenu à revenir véritablement. Il n'a pas osé. Ou il a fait ce qu'il a fait dans tellement de domaines. Il a mis des subventions publiques. Il a fait payer par la sécurité sociale, par le système de protection sociale et par l'impôt les flexibilités qu'il a apportées sur la durée du travail. Donc il a aggravé la dette publique sans résoudre le problème de fond. Alors pourquoi ne revient-on pas sur les 35 heures, Jean-Pierre Levade, si elles sont si nuisibles à la compétitivité française, ni à droite ni à gauche? Parce que l'idée qu'on pouvait continuer à vivre comme ça, au crochet d'autrui, par un accroissement de la dette, sans effort particulier, que la France était un pays tellement génial que de toute façon notre intelligence... De cigale intelligente. C'est fini, c'est fini. Les prêteurs s'arrêtent. Donc maintenant, nous sommes face à nos propres difficultés et avec nos propres capacités. Les capacités dans une économie, c'est quoi? La capacité de travail, d'où mon attaque sur la rigidité des 35 heures. Et deuxièmement, le capital, c'est-à-dire l'investissement. L'investissement productif, l'investissement en innovation, en produits nouveaux. La recherche, mais la recherche dans les entreprises. Recherche dans les entreprises, mais vous n'êtes pas très favorable à la politique du grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Non, parce que c'est de l'emprunt. Pourtant, elle est censée financer de l'investissement. Parce que c'est de l'emprunt, à nouveau. Donc c'est très bien. Vous voulez financer l'investissement comment? Alors, attendez. Les entreprises, d'abord. Les entreprises, il faut que les téléspectateurs sachent que les marges brutes des entreprises françaises, ce qui leur reste pour investir, sont les plus faibles de toute l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Et donc, ça signifie qu'elles sont écrasées de charges, qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent pour investir précisément en produits nouveaux. Pourquoi Google, c'est pas en France? Pourquoi les écrans plats, ça n'a jamais été en France? Pourquoi quand j'achète un parasol dans le Midi, dans ma maison, c'est fabriqué en Allemagne? Pourquoi quand j'achète une petite paire de lunettes pour nager, c'est fabriqué au Japon? C'est pas la Chine. Ce sont des pays qui ont les mêmes niveaux de salaire que nous. Donc, nous n'avons plus suffisamment d'argent investi dans les entreprises. Il faut redonner des marges de jeu aux entreprises. Donc ça veut dire baisser les cotisations patronales. Baisser les cotisations, ou la partie des cotisations qui n'a aucun sens au niveau des entreprises, les allocations familiales. Les entreprises payent une partie du budget des allocations familiales. Au nom de quoi? Ça n'a aucun sens. Et donc, faire prendre en charge directement par les ménages une charge qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre,
leur est répercuté. Donc vous répercutez plutôt une fiscalité imposée aux entreprises sur les ménages, selon vous. Parce qu'on fait un petit peu l'inverse aujourd'hui. On est dans un contexte, d'ailleurs, que vous décrivez très bien. La France est un petit peu aux abois. Alors le gouvernement français a exposé son plan de rigueur. Il a détaillé un plan. Et alors justement, il fait plutôt peser, je dirais, la lourdeur, enfin une fiscalité plus importante sur les entreprises pour justement alléger les ménages. Donc que pensez-vous de ce plan de rigueur de Je pense qu'il est pas à la hauteur des enjeux en termes de dimension. Donc c'est 12 milliards d'économies pour vous en un an, c'est insuffisant? C'est insuffisant. Donc je dis aux Français, il y en aura d'autres derrière. Préparez-vous à la suite. Elle sera également un peu dure. Deuxièmement, effectivement, ce plan est fait d'une collection de recettes de poche, plus ou moins bien calibrées, plus ou moins intelligentes. Mais il n'y a rien, au contraire, pour traiter le problème dont je viens de faire état, c'est-à-dire qu'est-ce qui améliore la situation des entreprises? Qu'est-ce qui fait que dans ce plan, on est sûr qu'on aura des entreprises qui vont investir davantage demain? Rien. Il faudrait des types quoi? Crédit impôt recherche, c'est ça le crédit impôt recherche, c'est une des rares mesures intelligentes qui ont été prises. Mais je pense qu'il faut de façon plus générale convoquer des sortes d'états généraux des entreprises, de l'industrie, leur demander à chacune, filière par filière, parce qu'entreprise par entreprise, qu'est-ce qu'elles ont comme idée d'investissement? Qu'est-ce qu'elles ont comme... Vous pensez qu'elles n'ont pas été suffisamment consultées? Non, pas du tout. Écoutez, quand je vois qu'on a des problèmes d'emploi, le président de la République réunit les préfets pour leur dire « je veux vous mobiliser sur l'emploi ». Qu'est-ce que peuvent des préfets sur l'emploi? L'emploi, c'est les entreprises. Il faut faire quoi, un Grenelle des entreprises, après oui, un Grenelle des entreprises, et puis leur mettre le marché, si je puis dire, en main. C'est-à-dire, prenez des engagements d'investissement, prenez des engagements de développement de nouveaux produits, on vous aidera, on vous aidera. Donc là, vous êtes assez dirigiste tout de même. Non, sans rentrer dans le détail, si je puis dire. On met en place des procédures qui font qu'il y aura des droits de tirage de la part des entreprises pour financer des investissements de recherche, de développement de produits nouveaux. Avec des aides publiques dans ce cas? Avec des aides publiques, bien entendu. Et qui sont financées tout de même par... par un transfert de charges sur les ménages. D'accord. Alors sur l'euro, vous dites que vous faites la distinction entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et vous parlez des rentiers de l'euro. La France devient un désert industriel, et puis en même temps, vous montrez bien tout de même la spécificité de l'appareil industriel allemand, qui est finalement difficilement transposable en France. Vous êtes d'accord? Est-ce que je peux rappeler quelque chose que tout le monde a oublié? En 2003, l'Allemagne était dans un état économique moins bon que le nôtre. En 2003... Ils payaient la réunification? Ils finissaient de payer la réunification, qui a été une charge considérable. Ils avaient un déficit budgétaire supérieur au nôtre. Ils avaient une balance commerciale déficitaire. Regardez où ils sont 8 ans après, 7 ans après. Enfin, en 2005, Chirac et Schröder ont tous les deux dépassé les limites de Maastricht à l'époque. Absolument. L'Allemagne aussi était un mauvais élève. Mais vous connaissez la suite. Chirac a continué, et puis Sarkozy de même. Schröder a pris le virage. Il a pris le virage. Bon, virage tout de même difficilement transposable, vous en conviendrez, en France. Pays qui n'a pas ces PME performantes et très importantes allemandes. Enfin, on est quand même dans deux modèles différents. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que, bien entendu, on n'a pas suffisamment de PME. Mais la condition pour qu'une PME grossisse, c'est qu'elle ait suffisamment d'argent pour investir et aller chercher pour ses activités des taux de croissance élevés. Alors, il nous reste assez peu de temps. Vous êtes banquier d'affaires, ancien patron du Crédit Lyonnais. Vous, comment percevez-vous cette possible recapitalisation des banques françaises ou européennes? À votre avis, est-ce que ce serait une bonne solution en cas de crise majeure? S'il y a une crise majeure, oui, la recapitalisation sera nécessaire. S'il y a une crise majeure, j'ose encore espérer que les pouvoirs politiques européens prendront les décisions qu'il faut pour éviter cette crise majeure. Parce que ce qu'on ne dit pas assez... Quelles sont les bonnes décisions, à votre avis? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Bundestag adopte justement cet accord du 21 juillet signé par les pays de la zone euro, ça fait partie des bonnes solutions? C'est un pas important, c'est un pas nécessaire dans la bonne direction. Le fonds européen adopté, les 8 milliards d'euros... On parle d'une banque européenne, qu'est-ce que vous... Donc il y aurait des moyens plus importants que le fameux fonds? De mon point de vue, ça serait une bonne idée, parce qu'il faut montrer au marché qu'on a en face d'eux une capacité d'intervention régulatrice qui soit
quasiment sans limite par rapport au volume qu'eux-mêmes sont capables éventuellement de faire bouger. Donc ça implique une sorte d'abandon de souveraineté tout de même de la part des différents pays. Bien entendu. De toute façon, si on veut une unité européenne, si on veut une efficacité européenne, il faut un abandon de souveraineté de chacun des États qui composent la fédération. Alors pour terminer, Jean-Pierre Levade, vous allez voter aux primaires du Parti socialiste? Bien entendu. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du dernier débat très rapidement? Est-ce qu'il y a une proposition que vous feriez vôtre? J'ai été très heureux de voir que Manuel Valls a eu le courage d'assumer explicitement ce que nous venons de dire, c'est-à-dire qu'il fallait transférer des charges des entreprises sur les ménages pour renforcer notre appareil productif et améliorer notre niveau de production. Donc cette proposition-là que vous faites vôtre? Absolument. Merci beaucoup Jean-Pierre Levade et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.